En décembre 2007, une mère célibataire a disparu dans des circonstances mystérieuses dans la petite ville de Ludovici, en Géorgie. Dans sa caravane, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve d'un crime. Il semblait qu'elle avait simplement disparu. Les habitants de la ville, qui n'avaient rien vécu de comparable depuis 17 ans, étaient choqués. Plus tard, d'autres femmes ont également disparu. La panique s'est emparée de toute la ville. Toutes les disparues se ressemblaient, avaient la même silhouette et la même coiffure. Cela a amené les habitants à penser peut-être que le coupable est l'un d'eux. Ludowici est une petite ville de Géorgie, située entre Savannah et Fort Stewart. Dans cette ville, il n'y a qu'un seul feu de signalisation. Pas de grandes entreprises, ni d'usines, et tout le monde se connaît. Le 10 décembre 2007, la ville était bouleversée par la disparition d'une femme. La caravane de Deborah Gail Moody était encerclée de rubans jaunes. Sa voiture était dans la rue, et les enquêteurs ont fouillé sa maison minutieusement, mais n'ont trouvé aucune trace. L'intérieur était en parfait ordre. Il semblait que Deborah était simplement sortie et avait disparu. La mère de Deborah a raconté qu'elle se parlait tous les jours au téléphone et que le matin du 4 décembre n'était pas une exception. Lors de la dernière conversation, elle a dit à sa fille « Quand tu rentreras à la maison, appelle-moi ». Gail a répondu « D'accord, mais l'appel n'est jamais venu ». Gail aimait le calme et l'isolement de la vie à la campagne. Elle acheta une maison mobile et l'installa sur un terrain, appartenant à son oncle Randy. Ce terrain faisait 100 hectares. Le 4 décembre, la mère de Gail appela son frère et lui demanda de rendre visite à sa nièce, pour voir si elle avait besoin d'aide. Lorsque Randy arriva, il ne trouva aucune trace de Gail. Il n'y avait rien d'inhabituel dans la maison non plus. Il fouilla tout le terrain, mais ne trouva rien de suspect. La famille de Gail commença à s'inquiéter. 16 proches savaient qu'elle tenait à sa vie privée, mais cela ne jouait pas en sa faveur. S'il y avait eu des maisons voisines à proximité, elle n'aurait peut-être pas disparu, ou les voisins auraient pu aider à éclaircir les circonstances. La famille ne savait pas ce qui s'était passé, mais soupçonnait que quelque chose n'allait pas. Gail a grandi dans une ferme en Géorgie et aimait les chevaux depuis son enfance. Elle avait un frère aîné, Jeffrey, et ils étaient très proches, presque comme des jumeaux, bien que la différence d'âge soit d'1 an et 1 mois. Son amie Mélanie a dit que Gail pouvait être gentille et charmante, mais parfois capricieuse, quand cela lui convenait. Malgré cela, elle était toujours une bonne fille et ne causait pas de problème à sa mère. Elle était sociable et toujours prête à aider les autres, et elle aimait beaucoup sa famille. Au moment de sa disparition, Gail avait 42 ans et était une mère attentionnée. Son fils de 23 ans, Christian, étudiait en Floride. Tous, ceux qui connaissaient Gail, disaient qu'elle était une mère merveilleuse, qui aimait son fils plus que tout. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, allongés sur l'herbe et donnant des noms aux nuages. Malgré des moyens financiers limités, Gail s'efforçait de donner à son fils tout ce qu'elle pouvait. Ils étaient très proches et elle ne le laissait jamais seul. Elle l'emmenait toujours avec elle. Personne ne pouvait comprendre sa disparition soudaine et tout le monde espérait que Gail reviendrait à la maison. La mère de Gail, son fils et son beau-père sont venus de Floride lorsque sa disparition a été signalée le lundi 10 décembre. Ils se souvenaient qu'ils avaient parlé avec elle par téléphone pour la dernière fois il y a environ 5 ou 6 jours. Sa voiture était garée dans la rue à côté de la caravane, et une fouille de la maison n'a donné aucun résultat. Ty Smith, du bureau du shérif du comté de Long, a rapporté que Gail avait été vue pour la dernière fois il y a 5 jours puis avait disparu. Au départ, les enquêteurs soupçonnaient que la femme avait pu partir volontairement avec quelqu'un. Mais en examinant la maison ordonnée de Gail, l'un des policiers a remarqué un détail inhabituel.
Son sac à main était encore dans la maison et contenait des clés, des cartes de crédit, un téléphone et de l'argent liquide. Cela suggérait que Gale n'avait pas quitté la maison et qu'il était probable qu'il se soit passé quelque chose de grave. La police n'a trouvé ni empreinte digitale suspecte ni indice. Ensuite, les enquêteurs ont commencé à interroger à nouveau les gens pour découvrir où Gale aurait pu disparaître. L'agent Smith a parlé avec les proches de la disparue, et tous la décrivaient comme une personne gentille et merveilleuse. Elle n'avait pas de mauvaises habitudes, et personne ne pouvait imaginer ce qui aurait pu lui arriver. Les adjoints du shérif ont également fouillé la ferme autour de la maison, mais n'ont rien trouvé. Ty Smith et 16 collègues étaient perplexes quant à la manière de classer ce qui s'était passé et considéraient toutes les versions possibles. À chaque heure qui passait, l'attente devenait de plus en plus insupportable. Les habitants de la ville étaient convaincus qu'il était arrivé quelque chose de grave à Gale. Quand les policiers locaux n'ont trouvé aucune preuve, ils ont demandé de l'aide au bureau d'enquête de Géorgie, qui disposait de plus de ressources. Gale avait disparu depuis plusieurs jours, et les policiers essayaient de découvrir ce qu'elle avait fait et avec qui elle avait été en contact avant sa disparition. Sa mère, Mélanie, a déclaré qu'elle avait parlé à sa fille pour la dernière fois le matin du 4 décembre, après quoi Gale s'était rendue à son travail dans le bureau d'une entreprise de construction sur la base militaire de Fort Stewart. Un policier s'est rendu sur place pour parler à son patron, Rick Denny, qui a déclaré que rien d'inhabituel ne s'était produit ce jour-là. Cependant, il se souvenait que Gale avait emmené son collègue Gerald Brancham chez lui après le travail. Personne ne l'avait vu depuis. Gerald Brancham, 42 ans, s'était lié d'amitié avec Gale dès les premiers jours. Les collègues ont remarqué qu'elle l'avait souvent ramené chez lui, mais cette fois c'était différent. Le lendemain, Gerald est venu au travail, mais pas Gale, bien qu'elle aurait dû. Les policiers voulaient interroger Gerald, mais ils ont découvert qu'il avait été licencié et que la raison en était inconnue. Le superviseur a donné aux officiers l'adresse, indiquée sur le formulaire de candidature de Gerald, mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la femme qui vivait dans la maison a dit que Gerald avait emballé ses affaires et était parti. Cela a renforcé les soupçons et les policiers ont décidé de le retrouver et de lui parler. Les proches de Gale étaient inquiets de sa disparition et voulaient savoir ce qui s'était passé. L'officier Ty Smith soupçonnait Gerald Brancham, avec qui elle avait été vue pour la dernière fois. Mais Gerald se cachait de la police. Smith a alors demandé au patron de Gerald de l'appeler et de lui proposer de venir chercher son solde de tout compte, ce qu'il a accepté. Quand Gerald est arrivé, Smith s'est immédiatement approché de lui et lui a dit qu'il devait parler. Gerald a accepté et a dit qu'il n'avait rien à cacher. Il a dit qu'il était allé chez son frère et qu'il n'avait pas répondu aux appels parce qu'il avait perdu son téléphone. Il a également confirmé que Gale l'avait ramené chez lui, comme elle l'avait souvent fait, mais qu'il ne l'avait pas vu depuis. Smith ne le croyait pas. Il soupçonnait que Gerald cachait quelque chose et essayait de les embrouiller. Gerald a mentionné beaucoup de noms et la police a décidé de vérifier les alibis de ces personnes. Smith l'a laissé partir et est retourné au bureau pour continuer les vérifications. À ce moment-là, il a reçu un appel de l'ami de Gale, Lynn Anderson. Lynn a dit qu'elle avait vu Gale la nuit où elle avait ramené son collègue, dans un magasin où ils ont acheté une cage pour chiens. Lynn l'a aidé à ramener la cage à la maison. Les policiers ont conclu que le collègue n'avait rien à voir avec sa disparition, car Gale avait été vu après l'avoir déposé. Les enquêteurs ont dû recommencer l'enquête depuis le début, alors ils ont décidé d'examiner un autre aspect de l'affaire. Normalement, lorsque la police enquête sur des CA de personnes disparues,
Elle interroge les proches, collègues et voisins de la personne. Les proches de Gail ont donné aux enquêteurs les noms de SS connaissances. Parmi eux se trouvaient Laurie Harewood et Shelley Lampkin, ses meilleurs amis. Elles cuisinaient souvent ensemble, mangeaient ensemble, se rendaient visite et se promenaient. En parlant avec les amis, les enquêteurs ont appris son mariage difficile. Gail a divorcé de son mari et a raconté à ses amis son comportement inapproprié. L'enquête a révélé que Jeff Moody était son deuxième mari. Ils se sont mariés en 2004, mais se connaissaient depuis de nombreuses années, ayant grandi à proximité et leur famille était bien connue. Leur relation a commencé à se détériorer lorsque Gail avait des difficultés à gérer la maison et sa carrière. Elle devait cuisiner, tenir la maison propre, emmener les enfants de Jeff à l'école et aussi aller travailler. En mai 2006, Gail a quitté la maison et a demandé le divorce. À ce moment-là, Jeff avait déjà une nouvelle petite amie, avec qui il s'était installé avant même le divorce officiel. Cela a conduit à des conflits entre eux, et les rumeurs à ces sujets se sont rapidement répandues dans la petite ville. Les enquêteurs ont également remarqué la police d'assurance, qui était au nom de Gail, avec son mari comme bénéficiaire. Si quelque chose était arrivé à Gail, les fonds pourraient être un motif de crime. Les enquêteurs ont trouvé Jeff Moody et ont parlé avec lui. Ils ont découvert où il se trouvait quand il avait parlé avec Gail pour la dernière fois et quand il l'avait vue pour la dernière fois. Jeff a répondu à toutes les questions calmement, malgré leur relation difficile. Il a nié son implication dans la disparition de Gail et a déclaré qu'à ce moment-là, il était dans un camp d'entraînement de la Garde nationale. La Garde nationale a confirmé que Jeff était effectivement à la base, au moment où Gail a disparu. Un motif financier a également été écarté, car le montant de l'assurance n'était que de 200 ou 300 $. À ce stade, l'enquête s'est arrêtée, car l'enquêteur Smith n'avait plus aucune piste. Le temps passait, et les enquêteurs continuaient de chercher Gail, en pénétrant plus profondément dans la zone boisée, entourée par une seule route de gravier avec des broussailles denses de chaque côté. La police fouillait minutieusement la zone dans l'espoir de la trouver. Pour aider dans la recherche, ils ont fait appel à la patrouille aérienne de l'État, qui a survolé la zone autour de sa caravane. À la tombée de la nuit, la patrouille aérienne a terminé son volume, après avoir inspecté 800 hectares, et prévoyait de continuer le lendemain. Les adjoints du shérif ont remarqué que cette zone était normalement fréquentée uniquement par des chasseurs et qu'ils n'y avaient jamais travaillé eux-mêmes. Malgré cela, ils étaient déterminés à continuer la recherche et à inspecter chaque centimètre pour réussir. Pendant ce temps, la famille et les amis de Gail ne restaient pas inactifs. Ils accrochaient des tracts, plaçaient des boîtes pour les dons et recueillaient de l'argent pour une récompense. La mère de Gail a publié des avis sur la recherche de Gail sur des panneaux d'affichage dans le quartier. Ils ont exhorté tous ceux qui savaient faire quelque chose ou avaient vu quelque chose de suspect à contacter la police, car chaque détail pouvait être important. Les passants voyaient les affiches avec la photo de la femme souriante et joyeuse et se demandaient comment ils pouvaient aider. Les habitants de la ville voulaient vraiment aider, car tout le monde aimait Gail. Pendant des semaines, la famille de la femme a organisé des veillées aux chandelles et des amis ont essayé en vain de la retrouver. En janvier 2008, une femme nommée Meredith Emerson a disparu en Géorgie. Cette fois, la police a rapidement eu un suspect. Près d'Atlanta, la police a rapidement arrêté un homme de 61 ans, soupçonné d'avoir un lien avec la disparition de Meredith Emerson. Son nom était Gary Michael Hilton. Emerson, 24 ans, est parti camper avec son chien le 1er janvier et a disparu. Il s'est avéré plus tard que Gary Hilton avait commis à plusieurs reprises des crimes similaires en Géorgie, en Floride et en Caroline du Nord, notamment dans des zones rurales. Gail Moody vivait seule,
à plusieurs kilomètres des voisins les plus proches, entourés de forêts. 16 proches ont remarqué des similitudes dans les circonstances de la disparition des deux femmes. En janvier de cette même année, un mois après la disparition de Gail Moody, Gary Hilton a été accusé dans un autre comté de Géorgie pour le crime de Meredith Emerson. Après la découverte de preuves, Hilton a avoué sa culpabilité. Les enquêteurs ont également établi son lien avec d'autres incidents en Floride et en Caroline du Nord. Hilton préférait commettre ses crimes dans des zones peu peuplées, et Gail Moody vivait dans un tel endroit, ce qui suggère son implication. Cependant, sans preuves suffisantes, les enquêteurs et les proches n'ont pas pu avancer dans l'affaire. Gail a été vue pour la dernière fois début décembre par des amis. La police n'a trouvé aucun signe de crime chez elle. Avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de comprendre ce qui était arrivé à Gail, et l'affaire a été bloquée. Cependant, les enquêteurs n'ont pas perdu espoir et ont poursuivi l'enquête, bien qu'ils n'aient pas réussi à trouver des indices significatifs. En août 2008, 8 mois après la disparition de Gail, l'enquêteur Smith a reçu un message inattendu du bureau du shérif du comté de Liberty. Un prisonnier nommé Dante a fourni de nouvelles informations sur l'affaire. Il a raconté que son ancien compagnon de cellule avait avoué être impliqué dans les événements concernant Gail Moody. Dante a mentionné le nom du compagnon de cellule, Marvin Jeffs. Marvin était bien connu de la police pour de nombreux délits mineurs et entrait régulièrement en prison, pour ensuite être libéré en liberté conditionnelle. Les enquêteurs ont découvert que Marvin était en liberté le jour de la disparition de Gail, le 4 décembre. Il s'est avéré que Marvin, en tant que plombier, avait été plusieurs fois chez Gail pour effectuer des réparations. Les enquêteurs ont également découvert que Marvin s'était vanté à plusieurs reprises auprès de ses amis de sa participation à la disparition de Gail. Il racontait des détails lors de fêtes, et ses amis diffusaient ces histoires. La police a reçu de nombreux messages. J'ai entendu dire que Marvin en a parlé, ou Marvin me l'a avoué lors d'une fête. Bien que la police n'ait eu que les aveux des amis de Marvin, tout indiquait sa participation. Les agents croyaient que cela pourrait être une avancée importante dans l'affaire. L'enquêteur Smith a décidé d'organiser une rencontre avec Marvin et l'a invité à une conversation. Marvin a accepté de façon inattendue, mais ne s'est pas présenté le lendemain. Alors Smith a trouvé son lieu de travail, s'est approché de lui et s'est présenté. Ils se sont assis dans la voiture et Smith a commencé à poser des questions. Pendant la conversation, Marvin n'a pas regardé l'enquêteur dans les yeux une seule fois. Il s'est assis la tête basse et tapait constamment du pied. Il a affirmé à peine connaître Gail, mais pour Smith, il était clair qu'il mentait. Marvin était têtu et a déclaré fermement qu'il ne dirait plus rien et a demandé qu'on le laisse tranquille, malgré la pression de l'homme. Ensuite, l'enquêteur lui a proposé de venir au poste et de passer un test au détecteur de mensonges, en promettant qu'on le laisserait tranquille après cela. Contre toute attente, Marvin a accepté et a promis de se présenter le lendemain. Il a indiqué le lieu où il devait être récupéré. Cependant, lorsqu'il a vu l'enquêteur Smith, Marvin a refusé de monter dans la voiture et a déclaré qu'il ne passerait pas le test, puis il est parti. Les enquêteurs ont fixé un nouveau rendez-vous et ont invité à nouveau Marvin pour le test. Cette fois, il est venu, mais les résultats n'étaient pas concluants. Il n'était pas clair s'il mentait ou non. Les agents ont appris que Marvin avait pris des somnifères la veille, ce qui aurait pu influencer les résultats. Le test suivant a montré qu'il mentait sur une question précise. Lors d'une conversation avec 2 autres agents, Marvin a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Gail. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Marvin, les techniciens en scène de crime espéraient trouver des preuves qui éclaireraient le sort de Gail Moody. Le mandat a été délivré sur la base d'informations, selon lesquelles Marvin avait secrètement filmé quelques moments personnels.
Les agents soupçonnaient que Gail pourrait apparaître dans CS enregistrements et que ceux-ci pourraient être conservés chez lui. Plusieurs policiers sont entrés dans la maison et l'ont fouillée, mais n'ont rien trouvé de significatif. Après la perquisition, Marvin a fièrement déclaré à un ami que les agents n'avaient rien trouvé et ne trouveraient jamais rien. Les agents ne savaient pas quoi penser. Ils ont poursuivi l'enquête et ont fouillé la zone autour de sa maison près de l'étang, espérant trouver quelque chose. Après avoir reçu des informations, selon lesquelles il aurait pu enterrer des preuves sous une dalle de béton sur sa propriété, ils ont décidé d'utiliser un radar à pénétration de sol pour vérifier s'il y avait des perturbations dans les couches de terre. Mais cela n'a donné aucun résultat non plus. Le temps passait et aucune preuve n'était encore trouvée. La déception a fait place à la frustration. Marvin, le voyou local, avait simplement inventé ses aveux. Les enquêteurs ont conclu que ces déclarations étaient de la pure vantardise. Ils croyaient que Marvin essayait simplement de se faire un nom dans le monde du crime et de se forger une réputation auprès des habitants. Cela s'est révélé être une autre impasse dans l'enquête. Le 25 septembre 2010, presque 3 ans après la disparition de Gail, un nouvel incident s'est produit dans le même district. L'épouse d'un soldat de 42 ans, Laurie Arrowwood, a disparu de sa maison dans le comté de Long. La police n'a trouvé aucune trace. Qui pourrait expliquer sa disparition? Jessica, la fille de Laurie, a dit que sa mère était à la maison quand elle est partie travailler, mais quand elle est revenue à 6h30 du soir, elle a découvert que sa mère avait disparu, bien que sa voiture soit toujours devant la maison. La famille a contacté le mari de Laurie, qui était déployé au Moyen-Orient, et il a immédiatement pris l'avion pour rentrer aux États-Unis. Nathan Arrowwood était désespéré, craignant de ne jamais revoir sa femme. Les représentants des 2 filles adolescentes de Laurie ont demandé à tout le monde de prier pour leur mère en ces temps difficiles. Les gens ont commencé à se demander s'il y avait un lien entre la disparition de Laurie et celle de Gail, car leurs maisons étaient proches l'une de l'autre. Les enquêteurs ont montré la photo de Laurie aux informations, et beaucoup ont remarqué sa ressemblance frappante avec Gail Moody. 2 femmes, vivant à proximité et disparues dans des circonstances similaires, ne pouvaient pas disparaître par hasard. Mais le lien entre elles était encore plus profond. Laurie et Gail étaient souvent en contact et allaient faire de l'équitation ensemble. Laurie était une amie de Gail, et sa disparition a choqué tout le monde. Les équipes de recherche ont fouillé le district, et les enquêteurs ont cherché des indices qui pourraient aider à retrouver la femme. Le matin du mardi, 28 septembre, 3 jours après la disparition de Laurie, les agents ont décidé de parler à Shelly Lumpkin, une amie commune de Gail et Laurie, dans le cadre d'un interrogatoire standard des amis et connaissances. Shelly et son mari Kenneth, qui travaillait à la prison, vivaient dans la même rue que Gail. Lorsque les agents sont arrivés chez eux, Kenneth semblait visiblement nerveux, ce qui a immédiatement attiré l'attention de la police. Il s'est avéré que Lumpkin travaillait comme ouvrier occasionnel et avait vu Laurie le jour de sa disparition, lorsqu'elle lui avait demandé de réparer quelque chose. Les soupçons se sont intensifiés et les enquêteurs ont décidé d'interroger Kenneth. Il a raconté qu'après avoir terminé le travail, Laurie est montée dans sa voiture et ils ont commencé à se disputer, après quoi il l'a soi-disant laissé sortir de la voiture. Après l'interrogatoire, Lumpkin a décidé de montrer aux policiers l'endroit où il avait laissé Laurie 3 jours plus tôt. Cependant, au lieu de cela, il les a emmenés à l'endroit où étaient cachées les preuves les plus importantes de l'affaire et a avoué le crime. Sur place, Lumpkin a décrit en détail ce qui s'était passé. Malgré ces aveux, les enquêteurs avaient encore des questions pour Kenneth, en particulier sur Gail Moody. Ils lui ont demandé prudemment des détails sur sa disparition. Les officiers étaient sûrs que l'affaire serait résolue le jour même, car ils pensaient qu'il dirait où elle se trouvait
et où trouver des preuves. Cependant, Lampkin a affirmé que le jour de sa disparition, il était à la maison à cause d'une maladie. Sa réponse a rendu les policiers méfiants, car le signalement de la disparition de Gail n'était arrivé que quelques jours plus tard. Personne ne savait exactement quel jour elle avait disparu, mais Lampkin a dit que le jour en question, il ne s'était pas rendu au travail à cause d'une maladie soudaine. Les enquêteurs ont rapporté que Lampkin est accusé du crime contre Laurie Arrowwood, bien qu'il ait montré de la compassion et ait offert son aide. Il semblait incroyable comment quelqu'un pouvait la chercher alors qu'il était lui-même impliqué dans l'affaire. Voir la souffrance de la famille et en même temps connaître sa propre culpabilité, c'était inimaginable. Personne n'aurait pensé qu'il était capable de cela. Après l'arrestation de Lampkin, les enquêteurs ont rouvert le dossier de son prétendu premier crime. Ils ont continué à lui poser des questions sur Gail et leurs relations. Il a avoué qu'ils étaient voisins, amis et qu'ils montaient souvent ensemble, mais il a nié avoir quoi que ce soit à voir avec sa disparition. Mais personne ne le croyait. 2 femmes avaient disparu et il connaissait les 2. Trop de coïncidences pour le considérer innocent. Après la découverte de Laurie, la police a concentré ses efforts sur la recherche de Gail Moody. La zone a été minutieusement fouillée à la recherche d'indices ou de traces de sa présence. Des chiens spécialement entraînés ont participé à la recherche. Les enquêteurs soupçonnaient que des preuves du crime pouvaient être cachées à cet endroit, car de nombreux criminels cachent des preuves dans une zone, pour y revenir plus tard et se souvenir de leurs actes. Les policiers ont inspecté chaque ravin et chaque fosse dans l'espoir de trouver Gail, mais tout fut en vain. Aucune trace n'a été trouvée. Le 19 août 2013, Lampkin a plaidé coupable dans l'affaire Laurie Wood et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, il n'a jamais raconté ce qui est arrivé à Gail Moody et la police n'a pas pu prouver sa participation. Toutes les preuves étaient indirectes. Gail était sa voisine et une amie de la famille, mais rien de plus. 11 ans et demi après la disparition de Deborah Gail Moody, le criminel a finalement décidé de faire des aveux. Les officiers ont rouvert le dossier et se sont efforcés de connaître la vérité de Kenneth Lampkin. Cette fois, ils lui ont offert un accord. En échange d'informations sur Gail, ils ont promis que la peine ne serait pas aggravée. Lampkin, après avoir lu le document, a accepté les termes. Il a raconté ce qui s'était passé le jour de la disparition de Gail Moody. Selon lui, il s'est rendu chez elle sous prétexte de choisir des cadeaux de Noël pour sa femme. À un moment donné, il a eu de mauvaises pensées et a commis le crime. La police a essayé de trouver des preuves confirmant son histoire, mais sans succès. Cependant, Lampkin a mentionné des détails que seuls les enquêteurs et l'auteur du crime pouvaient connaître. Après ses aveux, la police, les habitants de la ville et les proches de Gail ont enfin pu trouver la paix.